On est déjà presque en mars 2026 et la taxe sur les plus-values en Belgique est déjà d'application depuis le 1er janvier 2026. Une taxe de 10% sur la plupart des actifs cotés, des actifs financiers, mais aussi des crypto-monnaies, etc. Soyons honnêtes, on attend toujours les modalités finales, les interprétations fines et les cas précis, puisqu'il y a plein de petites questions comme ça qui restent en suspens. Tout n'est pas parfaitement clair jusqu'à ce qu'on ait le texte final. Et c'est précisément dans ce contexte encore assez flou que j'ai eu une réflexion personnelle que j'aimerais bien te partager. Avant de commencer, toujours un petit disclaimer. Aucune recommandation d'achat, de vente ou de faire quoi que ce soit, aucune stratégie, aucun conseil fiscal ou financier. Fais toujours tes propres recherches, c'est essentiel. Moi, je résume tout ça pour une vidéo YouTube. N'oublie pas qu'investir comporte des risques de perte en capital. Pendant de nombreuses années en Belgique, le profil de bon père de famille était épargné en ce qui concerne la taxation des plus-values. C'est-à-dire que si on investissait à long terme en prenant pas trop de risques, avec prudence et qu'on avait la gestion de son patrimoine privé de manière globale sur des produits peu complexes et sur des produits peu spéculatifs et tout ça, on était dans une gestion en bon père de famille et donc on n'était pas taxé. Ce système avait déjà et a toujours de nombreuses zones grises. On espère plus d'informations ici avec les textes qui vont arriver courant 2026, mais le fait est que la Belgique a toujours poussé un petit peu vers ça en disant si on est en gestion prudente, en bon père de famille, on est fiscalement avantagé. Alors que dans plein d'autres pays, c'est pas comme ça. J'avais fait un petit podcast avec Barnabé, si tu connais Invest, sur YouTube, une petite vidéo en collaboration qui est français à lui, et qui m'expliquait que chez eux, il n'y a pas forcément de séparation entre les profils. Quelle que soit ta manière d'investir, tu es taxé à peu près de la même manière, en gros. Tandis qu'en Belgique, on a ce système via les profils qui est bougrement intelligent, je trouve, et de manière générale, on te dit va vers le long terme et on te pousse vers une gestion prudente, ce qui est finalement, je pense, une bonne chose. Et beaucoup de gens ont réagi à la taxe des plus-values en disant oui, on va s'appauvrir, comment est-ce qu'on va faire? On va prendre ici 10%, mais plus tard, tu verras que ce sera plus, etc. En économie, les choses sont rarement aussi simples, d'accord? Puisqu'il y a toujours des effets qui avancent. Par exemple, est-ce que tu connais la théorie du carré magique de Kaldor? C'est un économiste qui disait qu'il prenait un carré avec 4 côtés et que dès qu'on touchait à un des côtés, en fait, le carré se déforme, ça fait bouger les autres indicateurs. Par exemple, si tu joues sur l'inflation dans un pays, tu vas peut-être toucher le chômage ou la croissance du PIB ou encore la balance commerciale. Et ces différents éléments s'entremélangent les uns les autres. Là où je veux en venir ici, c'est que quand on a ce genre de choses-là, les gens réagissent. Les acteurs, les investisseurs ici réagissent et adaptent leur comportement. C'est logique. Si tu me dis que, par exemple, le diesel est plus taxé, je vais moins aller peut-être vers un diesel dans l'automobile. C'est logique. Et ici, les gens vont normalement s'adapter un petit peu. Encore une fois, je ne donne pas ici de conseils, je ne dis pas ce qu'il faut faire, mais on parle d'incitation. On parle de pousser les gens vers quelque chose. Donc, tu peux inciter ta population d'un point de vue fiscal à aller vers certaines choses ou ne pas y aller. Et donc de la même manière, la taxe sur les plus-values en Belgique pourrait être une incitation à réfléchir davantage avant de vendre ou de faire un mouvement. Et c'est là que ma réflexion personnelle commence, puisqu'il y a à peu près 2 semaines, j'avais une position qui avait pas mal monté et je me dis ce serait pas idiot à ce moment-ci de revendre. Pas pour prendre spécialement des profits, mais pour faire un petit rééquilibrage. Pour les débutants, un rééquilibrage, ça signifie simplement que tu revends une position non pas pour prendre des profits et de l'argent sur ton compte en banque, mais pour réinjecter cet argent ailleurs. Parce que tu essaies d'avoir un portefeuille équilibré selon une stratégie que tu as mis au point. Tu dis, il me faut autant de ça, autant de ça, autant de ça. Quand un truc dévisse complètement à la hausse ou à la baisse, tu essayes de rééquilibrer un peu le bazar comme tu peux et donc peut-être racheter plus d'autres choses ou alors revendre une partie pour racheter autre chose. Bref, on se comprend. Et donc, c'était un petit rééquilibrage classique. Et avant 2026, j'aurais fait ce rééquilibrage normalement. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'enveloppe spéciale comme en France, un PEA où tu peux faire ce type de rééquilibrage. Ici, toute vente déclenche un système de plus-value, si tu es évidemment en plus-value. Et donc, est-ce que ça vaut vraiment le coût fiscal de revendre? Je me pose la question. Deuxièmement, pire encore que le coût fiscal de 10% ici, parce que je sais qu'il y a une exonération et tout ça, c'est le coût administratif. Je me dis, on voit pas encore très clair, on ne sait pas exactement la méthode de calcul. Certains parlent du prix moyen, d'autres parlent pas mal de FIFO en ce moment. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo sur les obligations, si elle est déjà sortie à l'heure où tu regardes celle-ci. Et donc, il y a un phénomène qui apparaît, c'est que administrativement, je me dis, il y a un peu de lourdeur, je dois noter ma plus-value, je dois calculer le truc, je dois vérifier ça plus tard, en fin d'année, il faudra déclarer, récupérer. J'ai laissé tomber, je dis, ok, c'est bon, il y a en plus les enfants qui pleuraient, je suis parti faire autre chose. Et finalement, j'ai pas revendu. Quelques jours plus tard, je réouvre mon application et le prix avait encore monté. C'est pas ici une question de stratégie ou une recommandation, c'est simplement l'illustration ici d'un changement de comportement, du fait que je suis resté plus longtemps investi que s'il n'y avait pas eu cette taxe. Et donc, involontairement, est-ce que cette taxe ne nous pousserait pas à devenir plus
patient. Et tu le sais peut-être si tu as suivi d'autres de mes vidéos, que tu es abonné à IB 360, le programme pour les investisseurs belges, le seul à ma connaissance des réseaux sociaux. C'est le premier lien en description sur mon site, n'est-ce pas, où tu peux rejoindre un petit club privé d'investisseurs belges avec toutes des formations, des explications, la fiscalité belge et des choses beaucoup plus académiques et différentes que ce qu'on trouve sur YouTube. Tu vois, il y a des Excel à télécharger, des e-books, des documents, toute une plateforme. Je te laisse aller voir ça. J'ai fait plusieurs vidéos où j'en parlais un petit peu, même si je fais pas beaucoup de pub. Je pense que ça peut être vachement intéressant. Moi, en tout cas, j'aurais aimé beaucoup avoir ça au début où je me suis lancé en Belgique, puisqu'il y avait assez peu de sources d'informations. Mais bref, là où je voulais en venir, c'est parce que dans cette formation, j'ai un gros module qui parle de la psychologie de l'investisseur. On met souvent ça un peu trop de côté, je trouve, où on prend pas assez en compte le fait que ton pire ennemi en bourse, c'est pas forcément les marchés ou l'État ou la fiscalité, c'est toi-même. C'est toi qui fais des fois des bêtises. Tu revends alors qu'il faudrait pas vendre, tu touches à des trucs qu'il faudrait parfois ne pas toucher, et des fois tu touches pas alors qu'il faudrait toucher, ça aussi. Et donc ici, chaque mouvement compte, chaque mouvement est un risque d'erreur, chaque mouvement a des frais, de la TOB, a des frais de courtage et a aussi des risques de timing, et en plus maintenant une fameuse taxe sur les plus-values. Et donc ces décisions sont parfois mauvaises. Et beaucoup d'études prouvent, on fait dire ce qu'on veut à des chiffres, mais tu as certainement déjà vu passer ça si tu suis beaucoup le YouTube Finance, des études prouvent que moins on fait de transactions sur le long terme pour un investisseur classique, je parle, pour un particulier, peut-être pas pour les experts de la bourse, mais pour un investisseur classique, moins on fait d'opérations sur le long terme, et bien souvent on obtient de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce qu'on a fait moins d'erreurs, on a fait moins d'arbitrage et on a eu de meilleurs résultats que ceux qui tradent fréquemment. J'ai plus les chiffres exacts, mais c'est l'idée générale. Ça veut dire qu'en gros, faire beaucoup de mouvements, ça t'expose à plus de risques et plus de chances de faire des bêtises et de perdre de l'argent, alors que certains qui ne touchent pas trop leur portefeuille gagnent plus. J'avais vu aussi une étude là-dessus, il faudrait que je te refasse une vidéo avec les sources claires de ça, mais c'était le fait que les femmes ont tendance à mieux investir en bourse, ou en tout cas avoir de meilleurs résultats, à même équivalent, tu vois, dans l'investissement, quelqu'un de plutôt débutant ou intermédiaire qui investit sur le long terme, eh bien les femmes, elles sont plus sécuritaires et elles ont tendance à faire moins de mouvements et à moins essayer de jouer, et donc à avoir un résultat un peu meilleur sur le long terme. Là où je veux en venir, c'est que est-ce que cette taxe ne nous pousserait pas à éviter le trading impulsif, à nous décourager à faire trop de mouvements, à réfléchir davantage à notre horizon de placement et à favoriser encore plus qu'avant une logique de long terme? Et on le sait, cette logique de long terme, en tout cas, est plutôt à la mode et est vachement encouragée par toute une partie des financiers, même si évidemment il y a d'autres stratégies qui sont respectables, je ne dis pas. Mais moi je suis plutôt dans cette optique-là, gestion bon père de famille sur le long terme, faire croître son patrimoine privé pour essayer de faire face aux changements qu'on pourra avoir au niveau des pensions, au niveau du coût de la vie plus tard, au niveau de plein de choses, c'est un autre débat. Vendre n'est toujours pas une bonne chose, on est d'accord, mais attention au revers de la médaille, puisque ne pas vendre peut aussi être un comportement catastrophique, dans le sens où certains éléments, certaines actions, certaines valeurs ne remontent jamais et continuent de plonger. On se dit, tiens, ça diminue, je vais garder et attendre que ça remonte et je vais éviter de trop toucher. Parfois, il vaut mieux couper ses pertes et encaisser des pertes que d'attendre et de se retrouver au fin fond plus bas que terre et de finalement, ça ne remonte jamais et tu as encore beaucoup plus perdu. Donc, si une entreprise ou un placement se détériore fondamentalement, que le modèle économique a changé et que le risque a fortement augmenté, tu vois, ces valeurs-là et ces variables ont évolué, rester bloqué juste en se disant finalement j'évite l'impôt et je reste plus investi, ça peut être contre-productif. Donc c'est pas non plus encore une fois une règle magique, mais la taxe, dans la réflexion que j'ai ici, peut nous encourager à être plus disciplinés et peut nous pousser à encore plus pousser l'esprit long terme et à moins vendre, mais pourrait aussi nous placer dans une sorte d'inertie excessive qui, elle, peut être négative pour nos portefeuilles. Et bien entendu, tout cela compensera peu les 10% de taxes, mais là où je veux en venir, c'est que s'il n'y avait pas eu la taxe, tu aurais plus facilement acheté, revendu et fait des mouvements de portefeuille qui auraient pu être contre-productifs et te faire perdre du rendement. Et finalement, cette taxe de 10%, elle, pourrait être un petit peu compensée par ça, même si, j'insiste, évidemment, on préférerait ne pas avoir de taxes, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais dans l'optique où on est taxé ici, est-ce que ça ne nous pousse pas à une stratégie encore plus long terme et à faire moins de mouvements et que ça ne nous mènerait pas à avoir peut-être un meilleur rendement que le rendement qu'on aurait eu sans cette fameuse taxe? Une vraie réflexion à avoir, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça, en tout cas dis-moi ton avis en commentaire. Je répète qu'évidemment ça n'annulera pas la taxe,
Et je suis convaincu juste d'une chose, c'est que même si les règles changent, que les marchés évoluent et que la fiscalité évolue, l'investisseur intelligent, c'est celui qui ne se plaint pas en permanence, mais qui essaie toujours de trouver des solutions et de s'adapter au nouveau cadre et à comprendre fondamentalement l'univers de l'investissement pour ne pas se retrouver perdu et pris au dépourvu. J'espère que la vidéo t'a plu, pense à t'abonner si ce n'est pas fait et je te dis merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.